À corps perdu. Cette expression qui m'est venue spontanément à l'esprit lorsque j'ai proposé d'intervenir pour cette journée de travail, bien que mon propos se tournera davantage vers le champ de l'organisme, vient soulever la dimension de risque que prend l'être avec sa vie, avec son corps, avec sa santé. Ce qui signifie ici littéralement en risquant sa vie, sans retenue, là où la libido se déchaîne, peut aller jusqu'à s'écouler dans la voie organique et faire des ravages dans le réel. Cette locution souligne le caractère de fougue et d'ardeur propre à la passion, passion de la haine sans doute, dans le rapport à l'autre. Fernando de Amorim souligne l'importance de distinguer le corps de l'organisme. Il rappelle que Sigmund Freud définit l'organisme comme étant un rassemblement d'organes et le corps comme un rassemblement de ses parties, liées par le moi. Ce qui donne à ce dernier le statut de corporel. À l'aube de la vie de l'être, la mère qui assure un soutien à la fois physique et psychique lorsqu'il est encore dépendant, permet au nourrisson de se reconnaître dans une image. Et pour Jacques Lacan, le morcellement des pulsions et des fonctions s'explique par la prématurité qui caractérise le petit homme. Le sentiment de morcellement corporel pousse l'être dans un précipice aliénant qu'est l'image qui lui est offerte. Ainsi, elle devient une illusion de cohésion pour ce corps morcelé, offrant aussi une limite corporelle d'avec son environnement où domine l'imago maternel. Alors, le corps du nourrisson n'est plus confondu dans l'autre. De l'expérience du miroir, lorsque la mère présente son enfant et lui signifie « c'est toi », l'image offre une enveloppe au corps, mais il est nécessaire qu'il soit baigné dans le langage afin de permettre une articulation. À nouveau, Fernando de Amorim repère un manque de clarté dans cette distinction qui est nécessaire à une thérapeutique psychanalytique entre corps et organisme dans l'œuvre lacanienne et propose sa lecture. Donc je le cite. Le corps est-il ce rapport fondamental entre la réalité de l'être et de l'organisme? L'imago est une autre structure. Et cette structure, l'imago, a comme fonction d'instaurer dans l'être ce rapport. Ainsi, l'imago, ce n'est pas le corps, mais elle participe à la constitution dans l'être de cette relation fondamentale de sa réalité avec son organisme. D'où notre formule, organisme plus moi égale corps. Plus tard, durant l'Oedipe, la découverte de la différence des sexes redistribue les cartes en ce qui concerne l'image du corps, et le phallus donne au manque son signifiant, ce qui préserve l'image du corps propre. Au cœur de cette image corporelle formée dans la relation imaginaire, il y a un manque qui naît en écho à l'énigme de l'autre. Que désire cet autre? Pour barrer la route à une escalade mortifère, mieux vaut un tiers, le nom du père, afin de se séparer sans y sacrifier son corps, nécessitant que l'autre puisse être reconnu manquant. Tendons maintenant l'oreille autrement, à ce titre, à corps perdu, donc à plus loin corps perdu, comme l'objet petit a, cause du désir, ce petit a marquant cette soustraction, ce manque par rapport au corps. Donc, dans le cadre de la maladie organique, quel est le travail du clinicien, son champ opératoire, ou simplement la visée quand il s'agit d'une maladie incurable? Monsieur de Amorim théorise ce qu'il nomme la corporéification de l'organisme, comme l'interprétation de la maladie organique construite par le psychanalysant. Il précise, donc je le cite, « À partir des associations libres, elle produit un apaisement de l'organisme par l'effet de l'articulation signifiante. L'organisme pris dans un filet symbolique devient corps. Elle est à distinguer de la fantasmatisation de l'organisme. » Et l'effet de sa psychanalyse va dans le sens de cette distinction faite par M. de Amorim que j'évoquais juste avant, entre la corporéification de l'organisme et la fantasmatisation de l'organisme. Donc on voit le patient donc, qui est en psychothérapie. Il s'agit, comme je disais, de la fantasmatisation de l'organisme. Et c'est une fois seulement qu'il sera sur le divan qu'il pourra construire
une interprétation symbolique donc, qui permettrait la corporéification de l'organisme. Donc c'est possible que sur le divan. Merci. Ce second concept, donc la fantasmatisation de l'organisme, est défini par une interprétation imaginaire de la maladie organique du patient durant sa psychothérapie, donc, mais elle ne produit pas d'effet sur l'organisme. Elle se distingue donc d'une interprétation symbolique, possible, comme je le disais, seulement sur le divan. Et c'est bien à partir du moment où M. S est entré en psychanalyse que cette avancée en ce qui concerne son traitement a opéré. M. S est de structure perverse. La perversion dont Robert Stoller dit qu'elle est une haine érotisée se caractérise par la non-acceptation des limites de toute puissance et s'organise autour du déni de la castration maternelle. D'ailleurs, lors de la traversée d'une psychanalyse, on voit pour la perversion, donc c'est juste en bas, la perversion qui contourne soigneusement la mère d'Oedipe. Et le moi du pervers, qui ne reconnaît pas la castration, s'illustre au quotidien dans la psychanalyse de M. S. Merveilleuse occasion de constater, en tant que clinicienne, que la théorie semble valable et s'applique dans la clinique, sur mon divan, et que j'ai grand intérêt à m'accrocher à mon fauteuil. La difficulté pour le clinicien, en tout cas en ce qui me concerne, dans le cas de la perversion, qui ne reconnaît pas les limites et sa responsabilité vis-à-vis de sa santé, de sa vie et de celle d'autrui, c'est que les interventions visant à introduire la castration sont balayées d'un revers de la main. Nous pouvons constater la résistance du surmoi à l'œuvre chez M. S, nourrie par la libido venant du sein, issue d'une culpabilité et d'un besoin d'autopunition, qui viennent terrasser le moi, par un acte agressif envers lui-même. À ce propos, M. De Amorim nous enseigne, à propos du fantasme, que la maladie a une fonction de répétition du fantasme, refoulé, fantasme qui malheureusement provoque des effets dévastateurs dans le réel, puisque le retour du refoulé ne passe pas par la voie de la castration. Le champ opératoire du clinicien ne peut concerner que le corps. Dans le cas de la maladie organique, je cite toujours M. De Amorim, le psychanalyste nourrit le transfert en attendant que la médecine stoppe la progression pathologique dans l'organisme, ce qui pourra donner au psychanalyste la possibilité d'avoir affaire au corps, puisqu'en nourrissant le transfert, il invite le moi à s'approcher de l'organisme, de l'autre côté de la scène. Il nous semble stérile pour des psychanalystes d'essayer d'interpréter les phénomènes organiques, les atteintes aux organes comme passibles d'une intervention signifiante. Il faut attendre que la clinique soit sous transfert et que le malade ou patient soit dans la position de psychanalysant. Lorsque l'organisme est atteint, le clinicien doit, par ses interventions, offrir la possibilité d'un destin symbolique à la pulsion, de soutenir le corps dans un filet symbolique afin de faire de l'organisme un corps. Dans le cas de la perversion, la psychanalyse permet un dégonflement des organisations intramoïques, donc la résistance du surmoi et le grand autre non barré, qui sont l'effet d'une castration. Toutefois, pas de traversée du moi par la castration au programme pour l'être pervers, puisque dans cette structure, l'être de cette structure ne veut rien savoir, je cite, ne veut rien savoir sur la différence des sexes, mais plutôt la barre à l'entrée de la psychanalyse, qui était éloignée du grand autre, se rapproche du grand autre à la sortie de la psychanalyse. Donc la barre éloignée du grand autre à l'entrée de la psychanalyse pour le pervers se rapproche du grand autre à la sortie. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci, monsieur Danois.